Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un mythe et histoire. Le génie singulier des Néerlandais est de paraître tout à la fois familier et incompréhensible. Simon Schama, l'embarras de richesse. Une identité néerlandaise? Cela n'existe pas. Herman Pleij l'a écrit et le redit. Ce qui existe, c'est une mentalité collective. Traitons d'emblée cette notion pour mieux l'évacuer ensuite. On peut parler d'une certaine morale, d'un modèle du polder mais pas d'une identité qui suffirait à définir le peuple néerlandais tout entier. On préfère là-bas parler d'identification avec les Pays-Bas. D'ailleurs la princesse Maxima, épouse du prince héritier des Pays-Bas, l'a affirmé toute de go. Originaire d'Argentine, elle a le recul qu'il faut pour distinguer non pas une communauté néerlandaise, mais une pluralité de groupes sociaux, ethniques et linguistiques qui font que l'on peut parler d'une diversité néerlandaise mais pas d'une identité. Dans son ouvrage, Bien-être hollandais, Herman Pleij rappelle combien sont déterminantes les spécificités nationales, lesquelles dépendent des conditions de vie, de l'environnement, de la langue. Parmi ces particularismes bataves, on trouve selon lui, pêle-mêle, le principe national d'égalité, la superdémocratie, la fièvre des polders, la manie des digues et la fureur footballistique. Il sait de quoi il parle. Il a été footballeur semi-professionnel dans les années 50. Mais alors qui est le Néerlandais? Assis près de la fenêtre de son bureau au 4e étage du plus central des immeubles universitaires du centre d'Amsterdam, il sourit par avance comme s'il allait raconter une bonne blague. C'est que ce presque septuagénaire, professeur émérite, a conservé son pied-à-terre. Devenu professeur d'histoire de littérature néerlandaise, après avoir soutenu une thèse sur la guilde de la Nef bleue, il publie de nombreux ouvrages de caractère tout à la fois littéraire, historique et anthropologique. Aux Pays-Bas, Herman Pleij jouit d'une forte notoriété, non seulement comme universitaire et auteur, mais aussi pour ses fréquentes apparitions sur le petit écran. Son humour inamovible fait de lui un intervenant télévisuel recherché. Coincé dans les embouteillages, je viens d'arriver avec presque 1 heure de retard, ce qui est normalement prohibitif pour tout Néerlandais même prévenu. Il ne se départit pas de son sourire et passe à la démonstration suivante. Où en étions-nous? Ah! Oui. Les Néerlandais seraient près de leurs sous et réalistes. Peut-être le sont-ils, mais cela revient à une sorte d'auto-prophétie. À force de se dire économes, parce que c'était une vertu calviniste et pragmatique, ils ont fini par le devenir. C'est une hypothèse. S'ils n'ont pas d'identité à proprement parler, les Néerlandais ont à tout le moins une image, des images devrait-on dire. Ce qui est bien avec les images, c'est qu'elles sont complémentaires. Par exemple l'image du Néerlandais en vacances? Oui, impossible d'y changer quoi que ce soit. Elle s'impose à tous. Même si elle évolue au fil des décennies. Autrefois le Néerlandais était celui que l'on reconnaissait sur la route à cette drôle de caravane sans toit qu'il tractait derrière son Opel Kadett et qu'il nommait Alpencreuset, croiseur des Alpes. Les habitants des villages qu'il traversait avaient un peu d'espoir de le voir faire une halte sur leur place du marché, car toute l'Europe disait qu'il avait son coffre plein de victuailles achetées avant le départ dans un supermarché néerlandais. Des produits dont il était certain qu'il ne les trouverait pas dans les pays d'accueil. Des produits tels que margarine, beurre de cacahuète, café en poudre, thé, sucre, saucisses de Francfort et soupe en boîte. Selon l'adage, ce qu'il ne connaît pas, le paysan ne l'aime pas. Notre culture est sans détour. Nous disons recht voor zijn raap, ce que l'on peut traduire par en plein dans le chou. Et ce chou-là, en l'occurrence, c'est celui de l'interlocuteur. Nous sommes des gens directs, voire maladroits, grossiers. Il y a quand même un avantage à cela, c'est que l'on sait à quoi s'en tenir avec nous. Aux yeux de Paul Schnabel, directeur du bureau social et culturel du plan, le concept, l'identité ne trouve pas non plus grâce. Auteur d'ouvrages de sociologie, il a réfléchi sur ce qu'il accepte de nommer, dans l'index de ses livres, l'identité nationale. Du coup, ce que l'on trouve sous sa plume sont des traits de caractère national. Un bon patriote ne montre pas ce qu'il a, et encore moins ce qu'il ressent. Le pourquoi est évident. Il est déraisonnable de montrer trop de sentiments, cela rend fragile et cela distrait des sujets qui importent. Les affaires donc.
Pour le poète et chanteur de blues Dick Angarn, né à La Haye, il existe une lutte pour l'identité. J'étais fier de la Hollande, mais maintenant qu'elle est en train de devenir intolérante, soupire. Et pourtant autrefois les Juifs ont été protégés. Les Marocains ont pu y avoir des ambitions. À noter qu'il dit Hollande, et non pas Pays-Bas. Puis, de nos jours les Néerlandais sont aussi chauvins et ethnocentriques que les Français. D'ailleurs, c'est le cas de l'homme occidental en général, qui entretient une sorte d'image de soi supérieure. Nationalité et passeport ne sont pour lui que des affaires administratives. Mes cheveux blonds sont à la fois mon passeport et mon identité. J'en profite honteusement. Habitante d'Amsterdam, très engagée en politique et dans la lutte sociale, Henriette Jager l'affirme elle aussi bille en tête, l'identité néerlandaise n'existe pas plus que pour elle, l'immigration n'est un problème ni même un sujet. Personne n'émigre volontairement pour son plaisir. Mais pour l'écrivain et réalisateur Adriaan van Die, les questions sur l'identité sont compréhensibles, légitimes. C'est un processus inoffensif. Citoyen du monde, artiste multiculturel par son éducation, sa formation et ses expériences professionnelles, il résume tout cela par une formule, la pluriterritorialité est mon identité. Mieux que l'identité, l'identification. Pour sa part, le philosophe Geert Groot se souvient d'avoir été confronté à la notion d'identité néerlandaise quand il a dû expliquer à sa femme d'origine espagnole qui sont les Néerlandais. C'est-à-dire, comme il le résume, ce qui est évident et déterminant dans le comportement des Néerlandais. Mais les réponses sont souvent trop simples. Les chauvinistes sont français, les roublards sont italiens et les travailleurs sont allemands. D'un autre côté, les Néerlandais pensent que ce qu'ils font chez eux devrait pouvoir se faire ailleurs. Le Conseil scientifique pour la politique gouvernementale des Pays-Bas, WRR, a publié en 2007 un rapport intitulé « Identification avec les Pays-Bas », qui conclut qu'il n'est pas possible de donner une définition cohérente de l'identité nationale néerlandaise. Une identité nationale est par définition plurielle, intermittente et relative à une époque. C'est pourquoi l'identité nationale se conçoit mieux comme un processus issu de plusieurs types d'identification, ayant pour effet de relier les citoyens les uns aux autres, ce qui leur fait éprouver un attachement au pays. La geste des héros. Nous sommes à Hoogstgest. La mer du Nord Ross, à 5 km d'ici, des navires égarés du monde entier. Les tempêtes d'automne y font l'attraction quand tel cargo hauturier vient s'échouer sur la grève battue par les vents. Tantôt c'est une baleine à bosse qui a perdu le nord et se retrouve affalée sur le sable hollandais. Le village voisin Reinsburg a connu Spinoza, quand chassé par sa propre communauté, il s'y est installé, roulant pourtant dans sa tête moins de rancœur que de pensées éthiques. Henk Wesseling habite une ancienne boulangerie qui ressemble davantage à une maison patricienne qu'à la demeure d'un mitron. Professeur émérite d'histoire à l'université de Leyde et ancien recteur du NIA, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Sa bibliographie, préfacée jadis par l'auteur, poète et présentateur de télévision, Boudewijn Busch, tient dans un opuscule de 72 pages. Tout de même, Henk Wesseling a beaucoup écrit, et qui se donnera la peine d'entrer dans une bibliothèque ou une librairie, verra que toutes ces publications existent vraiment. Une œuvre que, en ce qui concerne l'homme Wesseling, je connais presque intégralement car j'ai fait sa connaissance peu après sa soutenance de thèse en 1969. Vêtu d'un élégant costume gris, souriant et affable, Henk Wesseling a l'air d'un lord anglais au milieu de son immense salon-bibliothèque. Sans plus attendre, il cite De Gaulle, dont il a la stature mais en plus svelte. Les Néerlandais sont têtus et savent défendre leurs intérêts, donc ils sont une nation. Il reprend à son compte le titre d'un récent article paru dans le Volkskrant, quotidien centre-gauche. Avons-nous encore besoin de héros ? Sur une table basse près de lui, la couverture bleue d'un ouvrage rutile sous le soleil d'automne qui filtre à travers les rideaux. Quel héros ! 10 patriotes sur un piédestal. L'auteur, Martin Sommet. Les héros. Julius Civilis, Floris V, Guillaume d'Orange, Cohen, Michel de Ruyter, Van der Capellen, Thorbecke, Anne Frank, Ress, Cruyff. Un choix difficile sans aucun doute. D'autant plus qu'il est restreint. Contrairement au couple d'historiens, Annie et Jean Romain,
qui avait fait paraître en 1938 à 1940 un livre culte sous le titre « Légataire de notre civilisation », et qui ne comptait pas moins de 36 personnages qui du XIVe au XXe siècle furent et sont encore considérés comme exemplaires quant à leur contribution à l'histoire des Pays-Bas. J'aurais ajouté Erasme, Spinoza et Grotius, dit Henk Wessling avec une calme indulgence. Comme on le comprend. Une liste de héros qui fait l'impasse sur ces deux premiers philosophes ainsi que sur Jérôme Bosch, Sweelinck, inspirateur de Jean-Sébastien Bach, Rembrandt, Huygens, Guillaume I, Multatuli, et son Max Havelaar, Vincent van Gogh, révèle son caractère éminemment subjectif. Mais cela n'est pas interdit. Il n'est pas illicite de faire dans le cliché. Par contre, Martin Sommet s'est sans doute fait beaucoup d'amis parmi les rangs des amateurs de football, en élevant le joueur Johan Cruyff à la dignité de héros national. Il croit bon d'accueillir aussi dans son petit panthéon un certain Jean-Peter Zoon-Cohen, 1587 à 1629, qui fut depuis la Hollande du Nord ce que fut 2 siècles plus tard notre Savorgnan de Brazza, c'est-à-dire un enfant de son époque prêt à servir les désirs d'expansion de ses commettants. Bien sûr, tout commence avec la définition même du héros. Quand les Néerlandais pensent à leurs héros, ce sont surtout des résistants, pas tellement des militaires. Ils ont pour nom Gerrit van der Ven, Friede Zwerver ou Annie Schaft, la fille aux cheveux roux du film de Ben Verbong. Un autre film, Soldat d'Orange, le montre bien. On en a même tiré un music-hall. C'est le versant romantique d'un certain patriotisme. Et cela continue. Avec Pim Fortuyn assassiné en 2002, les Néerlandais ont fait de même. Martyr et héros. Malgré le fait qu'il ait été pédophile. Un autre problème avec la liste de Sommet est qu'elle ne cite le nom que d'une seule femme, Anne Frank. Quid d'Anna Bean, de Betje Wolf van Aegje-de-Ken et surtout d'Aletta Jacobs. Interrogée sur ce point, Mariette Sobel de l'association culturelle Neerlandia rétablit l'équilibre. Mes héros sont Michiel de Ruyter et Aletta Jacobs. Bien que le premier ait été une sorte de pirate amélioré. Quant à la seconde, elle fut le tout premier étudiant féminin. Son intervention a ouvert la voie. Elle est devenue médecin et a fait en sorte que les femmes puissent accoucher à la maison. Elle a veillé à ce que l'accouchement se déroule comme un processus normal, dans les meilleures conditions d'hygiène. Plus tard, en 1900, on a créé pour ce faire la Croix Verte Achetée Groene Kruis, Association nationale de soins à domicile. Tout bourgeois ? Les Néerlandais n'en finissent pas d'autocritiquer leur esprit petit bourgeois. Les bibliothèques de ce pays-ci, de Maastricht à Groningue, sont pleines à craquer de documents et d'essais qui traitent de ce trait tout aussi honni que caractéristique. Honni à l'extérieur comme à l'intérieur, cette Burgerlijkheid ainsi qu'on la nomme en néerlandais, forme le ciment consensuel de la nation tout entière. Dans La Chute, Albert Camus fait dire à Clamence que les canaux concentriques d'Amsterdam ressemblent au cercle de l'enfer. L'enfer bourgeois naturellement peuplé de mauvais rêves. C'est que le confort et l'aisance atteignent ici des sommets. Tout est organisé, prévu, planifié, ordonné, structuré pour simplifier la vie des quelques 17 millions de Néerlandais. Cela suscite de l'envie et porte facilement à taxer de bassesse et d'âpreté au gain une population sortie vainqueur de la lutte contre les éléments et qui s'en félicite. Comment définit-on aux Pays-Bas l'esprit petit bourgeois ? Le magazine Viva a commandé voici quelque temps une enquête auprès de 1043 femmes que l'on a interrogées sur cette déviance majoritaire. Entre ouvriers et gouvernants, la classe moyenne se reconnaît non seulement à ses déclarations et ses comportements, mais aussi aux objets et accessoires qu'elle affectionne. Et ceux-ci sont dictés par la mode. Or justement, cette propension à s'engouffrer dans chaque porte que lui ouvre l'air du temps, la tendance, la mode voilà ce qui caractérise le bourgeois suiveur et légèrement snob. Au cours des dernières années, la mode était au triporteur familial, backfit. Subitement on a vu ces drôles d'engins, un peu rétro mais écolos, devenir presque aussi nombreux que les boîtes à lettres. Un pour chaque famille. 28% des femmes interrogées affirment que le triporteur est le summum de l'esprit bourgeois moderne. À la première place vient le fait de porter le même pullover ou manteau que son partenaire. Vient en seconde place la réunion tupperware, puis le port de Hugs et de culottes Björn Borg, ainsi que la consommation de Prosecco, ce vin blanc mousseux italien très populaire aux Pays-Bas. Loin de se défendre d'être bourgeois,
68% des femmes avouent ne pas en avoir du tout honte. Les Néerlandaises soulignent que l'esprit bourgeois évolue avec le temps et qu'il a à voir avec les traditions. Humoriste de la patrie néerlandaise, Joep van Teck s'est produit des milliers de fois sur des scènes néerlandaises, a publié une trentaine de livres tirés ensemble à 4 millions d'exemplaires, et vendu un très grand nombre d'albums de ses spectacles. Il n'est pas le dernier à critiquer l'esprit conventionnel qui distingue beaucoup de ses contemporains. Il y a aux Pays-Bas beaucoup de jalousie, de cupidité, d'angoisse. Nous sommes des petits bourgeois, nous nous surveillons les uns les autres. Peu enclins à répéter les épisodes du passé, Joep van Teck se déclare toutefois héritier d'une tradition néerlandaise du café-concert, du cabaret. Je me sens proche de Wim Kan pour la politique et de Toenermans pour l'absurde. Son public lui reconnaît une connaissance approfondie de la vie politique néerlandaise, l'un de ses sujets favoris, mais pas le seul. Pour Henriette Jager, membre actif d'une association de promotion du logement social à Amsterdam, la presse néerlandaise aussi est bourgeoise. Dans sa bouche d'ancienne libraire communiste, le mot ne surprend guère. Elle commémore plus volontiers les grèves de février 1941 contre les Allemands que l'anniversaire de la reine. Pourtant, elle raffole des anniversaires, mais ceux de sa propre famille et de ses amis. Les Pays-Bas sont les gardiens de riches traditions dont la longévité pourra étonner. Telle cette tradition politique qui consiste à transporter la reine en carrosse dorée le jour dit des Petits Princes, Prinsjesdag, ainsi nommé parce qu'il correspondait au XVIIe et XVIIIe siècle à l'anniversaire des jeunes princes d'Orange. En 2014, ce sera d'ailleurs un roi et non plus une reine. Tradition politique et fanfreluche. De nos jours, le 3e mardi de septembre de chaque année, un discours royal prononcé dans la salle des Chevaliers annonce la politique et le budget de l'année à venir. Il n'empêche que 7 femmes sur 10 associent la tradition à l'esprit bourgeois, tandis que 44% d'entre elles déclarent ne pas souhaiter un retour aux traditions telles que le baptême de son enfant ou le jour de la reine, Koninginnedag, qui deviendra jour du roi dès le 26 avril 2014. Une tradition ou habitude encore très tenace est en revanche, celle de l'anniversaire de quelqu'un. On ne doit pas oublier l'anniversaire de quelqu'un, dit Mariette Sobel. C'est pourquoi chaque famille accroche dans les toilettes un calendrier spécial sur lequel sont notés les anniversaires des parents, amis et collègues. Geek Matthijssen souligne que l'anniversaire des jeunes enfants néerlandais devient très onéreux. Il y a une émulation générale. Les anniversaires coûtent de plus en plus cher. On va maintenant avec 10 enfants dans un parc d'attractions. Ou alors, les parents qui ont une grande maison font monter un vrai cirque. Pourtant, quand la fête est finie, si l'on demande aux jeunes participants ce qu'ils ont aimé le plus, ils répondent « les saucisses de Francfort ». Pourtant, Paul Schnabel explique dans son ouvrage intitulé Kort gehouden, ce qui signifie tout à la fois bridé et concis, que les Néerlandais ne sont pas les amateurs de tradition que l'on croit. Lorsque l'Union européenne a soumis aux populations de l'UE la phrase « Nous ferions mieux de recommencer à vivre de manière traditionnelle », les Danois et les Néerlandais ont été les plus radicaux dans leur refus. 2 Néerlandais sur 3 n'y trouvaient aucun sens, tandis que la majorité des Français, Belges et Italiens en étaient au contraire ravis et les Grecs y adhéraient même à 70%. S'il est un domaine professionnel où la tradition est omniprésente, c'est bien l'industrie du dragage, Frank de Waard en témoigne. Il faut dire que les Néerlandais se sont d'abord exercés pendant des siècles chez eux, avant d'exporter leur savoir-faire dans le monde entier. Digues, étiers et canaux nécessitent un entretien permanent, et cela depuis que les Pays-Bas existent sous la forme aménagée qu'on leur connaît. Draguer se dit baggeren, verbe qui possède une acception figurée mais qui renvoie non pas aux activités de séduction, mais à la production d'efforts infructueux ou hasardeux. La tradition c'est aussi celle de la Saint-Nicolas, dont Herman Pley nous assure qu'elle est une nécessité. Mais il s'étonne. Comment est-il possible qu'une fête aussi nettement catholique atteigne dans un pays à l'imaginaire calviniste une telle ampleur ? Dans le sud du pays, c'est-à-dire au Limbourg et au Brabant septentrional, le carnaval constitue l'une des traditions les mieux observées. Les provinces du Nord participent peu et de façon purement anecdotique, tandis qu'au Sud la chose est considérée comme éminemment sérieuse et préparée de longue date. Ce fait, comme plusieurs autres,
forment le fossé qui sépare les 3 provinces au sud des rivières, c'est-à-dire les bras du Rhin, de la Meuse, des 9 autres provinces. À leur sujet, Engwesling coupe court. Brabant et Limbourg n'ont jamais fait partie du pays. Le 30 avril, jour de la reine, ou Koninginnedag, est un événement populaire qui voit les Néerlandais, vêtus en orange de la tête aux pieds, investir le centre des villes et fêter jusqu'à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.